Bonjour, merci de nous retrouver pour ce numéro de lundi, c'est Private Equity. Vous connaissez la formule, c'est avec Euraseo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le Private Equity, les définitions, les caractéristiques. Vous allez devenir vraiment incollable sur le sujet grâce au format court que vous pouvez retrouver, comme son nom l'indique, tous les lundis, mais grâce aussi au format long. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui va vous intéresser tout particulièrement, comment on investit en Private Equity quand on est un particulier. Et vous allez voir, je suis vraiment très bien entouré pour parler du sujet aujourd'hui avec Agathe Bub, Director dans l'équipe Wealth Solutions. Hello Agathe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et à ses côtés, on a carrément le co-CEO d'Euraseo, Christophe Bavière, qui est venu nous expliquer comment tout cela fonctionne. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors déjà, peut-être pour commencer, on va poser les termes, comme on dit à la jeune génération. Private Equity, il y a plusieurs cas de figure. Soit je suis, on va dire, un investisseur confirmé, et bon, en gros ça n'a plus trop de secret pour moi, je vois un petit peu comment ça fonctionne, je vois ce que je dois avoir en tête, soit j'en ai vaguement entendu parler déjà parce que ça arrive dans des enveloppes plus grand public, soit Christophe, je n'ai absolument aucune idée, mais alors aucune idée de ce que c'est, de ce que ça veut dire, je me demande même si c'est pas un titre de film, bref, j'en sais rien, alors peut-être leçon de rattrapage ou de remise à niveau pour les deux dernières catégories. C'est quoi le private equity ? Mais en fait, Laurent, c'est une très bonne question parce que c'est... D'abord, le vocabulaire aide pas. On utilise du vocabulaire anglo-saxon parce que c'est là que ça a commencé, etc. Et tout. Et donc, private equity, ça sonne bien. C'est pas un mot français. Mais en fait, finalement, si on démystifie, le private equity, c'est juste des entreprises de la vie de tous les jours. Elles ont une particularité, elles ne sont pas cotées. En tant qu'épargnant, chacun d'entre nous a l'habitude d'investir dans des sociétés qui sont cotées. Mais en fait, le gros des entreprises françaises, européennes, mondiales ne sont pas des entreprises cotées. D'ailleurs, le CAC 40... C'était 200 entreprises non cotées pour une cotée, je crois. Enfin, c'est assez dingue. Le CAC 40, par définition, il n'y a jamais que 40 sociétés dedans. Voilà. Donc, et il y a beaucoup plus de sociétés que ça. Donc, tout simplement, le private equity, c'est investir dans des sociétés de la vie de tous les jours qui se trouvent ne pas être cotées. Après, il y a une différence. Toutes les entreprises non cotées n'ont pas vocation à être des cibles pour le private equity. Le private equity, c'est investir dans des sociétés non cotées et avoir l'idée qu'au bout de 5 ans, 6 ans, on va revendre. Voilà. Si on investit à la sortie de ses études, moi ça m'est arrivé, j'ai investi avec un copain qui créait sa société, j'ai mis 3 francs 6 sous, à la sortie de ses études, c'est parce que c'était un copain, je ne l'ai pas fait, money, ça, hein. C'était du love money, exactement, comme on appelle ça, voilà. Je ne l'ai pas fait en lui disant, tu sais quoi, dans 5 à 6 ans, je vais sortir. Ça fait 30 ans, voilà, c'était 3 fois rien. Amis aujourd'hui ? On est toujours amis. Bon, voilà. Bon, ça s'est bien passé. Mais ça, c'est pas du private equity. Investir dans dans une société, les sociétés familiales qui restent dans des familles pendant plusieurs générations, c'est très respectable. Ça s'appelle plus du capital familial que on ne dit pas quand on est dans une famille, tiens, moi à propos, je voudrais sortir au bout de 5 ans. Non, dans le private equity, quand on investit dans une entreprise non cotée, la règle, c'est qu'il va forcément y avoir un moment où on va parler de la sortie. Voilà. Il y a forcément un moment où, au bout de 5 à 6 ans, ça va tourner. Alors, quand tu nous l'expliques comme ça, c'est très simple. Mais, là aussi, on va creuser un petit peu. Quand on rentre dans le détail, on parle de quoi ? De venture capital, de growth, de LBO. On est toujours dans l'anglo-saxon à fond. Hein, on va se perdre à nouveau. Là aussi, comment on trie un petit peu tout ça ? Moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que l'univers du private equity, il est extrêmement large. Extrêmement large. Ouais. Mais, Laurent, c'est tout simplement parce que l'univers des entreprises non cotées, il est extrêmement large. Enfin, il y a plein d'entreprises absolument passionnantes à financer et il y en a certaines... Elles sont très jeunes, très innovantes. Okay. Voilà. Et donc, plutôt au début. Et donc, on se base sur l'idée qu'une entreprise petite, elle n'intéresse un investisseur que si elle a une composante d'innovation très grande. Je veux dire, c'est la bonne idée, quoi. C'est la bonne idée. Géniale. L'idée géniale. Ouais. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement, en bon français, le venture capital. Voilà, donc ça, c'est... Donc là, on y va... On sait qu'on prend un gros risque. On sait qu'on prend un gros risque et il y a des fonds qui sont dédiés à cela, voilà. Et il faut reconnaître qu'il y a eu toute une série de pépites, toute une série de start-up qui ont en France particulièrement bien réussi. On a tous en tête des noms assez anciens comme mythiques ou plus récents comme Doctolib, ou Mistral AI. Voilà. Donc on investit, si c'est petit,
c'est que c'est forcément quand même très innovant. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour du private equity. Aller financer une société pendant 5 ans qui est petite et qui va rester petite. Oui. Alors, donc c'est effectivement ce qu'on appelle le venture capital. Après, il y a une étape qui est un petit peu plus... Lorsque les sociétés sont plus dans leur étape de start-up, mais sont dans l'état de big up, pardon pour les mots anglais. Non, mais c'est bien, on va être Doctolib, aujourd'hui, c'est plus une start-up. On utilise tous un peu Doctolib. Donc là, ça s'appelle du gros equity. Voilà. Puis après, effectivement, lorsqu'on est sur une société... Donc là, tu vas financer la croissance, c'est ça? Là, on poursuit le développement de la société. C'est de l'innovation, c'est de la croissance. C'est pas de la recherche fondamentale, hein. C'est plutôt ça peut être des innovations d'usage. Voilà, ça peut être on rajoute des fonctionnalités. On rajoute des fonctionnalités. Voilà, Mistral AI, on pourrait dire là, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la deep tech, mais il y a des sociétés beaucoup plus qui simplement sont de l'innovation et dans l'usage. Voilà. Et puis après, il y a des sociétés. Lorsqu'on parle effectivement faut voir les sociétés, ce qu'on appelle le venture capital et le gros equity, c'est quand même dans l'ensemble du monde du private equity, c'est une diversification, mais c'est pas le cœur. Le cœur du private equity, c'est effectivement de faire du rachat d'entreprise mature. En anglais, rachat d'entreprise, ça s'appelle buyout. Et donc, en fait, effectivement, le buyout, des sociétés que nous connaissons tous par cœur, comme Picard Surgelé ou comme Carglass répare, Carglass c'est des sociétés qui ont fait l'objet de buyout. Et donc le gros du marché, c'est effectivement ce qu'on appelle le buyout, et c'est des sociétés, des PME, des ETI de la vie de tous les jours. Bon, big up pour l'explication, en tout cas, parce que moi, j'ai tout compris. Les gens qui nous regardent disent, ouais, il explique super bien, Christophe Bavière. Moi aussi, je veux bien financer des entreprises, sauf que dans la vraie vie, l'épargnant français, il aime bien quelque chose qui est liquide, quelque chose qui est sans risque, quelque chose qui rapporte assez peu, ou alors il aime bien aussi l'investissement locatif, parce que ça le rassure, c'est concret, ou la jeune génération, elle, c'est carrément l'inverse, elle est partie dans le Bitcoin. Comment tu vas pouvoir séduire tous ces gens en leur disant que il y a aussi le private equity et que c'est pas mal? Le fondamental, il faut voir que le private equity, qu'est-ce qu'on fait? On finance des entreprises de la vie de tous les jours. Il faut faire attention le vocabulaire qu'on utilise quand on parle de placement, mais ce n'est pas si risqué que cela que de financer des entreprises en France et en Europe qui sont les entreprises qui emploient le plus de monde et qui composent une partie très importante du produit national brut. C'est quand même un risque de perte en capital. Alors oui, il y a toujours un risque de perte en capital. On en reparlera plus. On en reparlera. Et donc c'est pour ça que des principes de base qu'on applique dans d'autres produits d'épargne, qui sont par exemple de se dire diversifier. Voilà. Et donc lorsqu'on est sur le private equity, il y a des fonds très spécialisés qui vont avoir peut-être une vingtaine d'entreprises, et puis il y a des fonds qui effectivement sont faits pour donner accès à quelque chose de bien plus simplifié, qui est bien plus grand public, utilisons ce mot-là. Eh bien, on a des fonds qui ont des 200 sociétés. Voilà. Donc effectivement, on peut investir, et si on prend la composante qui est la plus risquée, le venture capital, investir dans une seule start-up, c'est incroyablement risqué. Là, pour le coup, investir dans un portefeuille de start-up, déjà, on diversifie son risque. Et lorsqu'on est sur les sociétés plus matures, lorsqu'on a une grosse composante de buyout, donc de rachat d'entreprise traditionnelle, et lorsqu'on a sur des fonds qui ont 200 sociétés, eh bien, on arrive à faire des produits d'épargne qui sont effectivement bien plus adaptés au grand public. Bon, on va reparler du risque, du rendement attendu, parce que c'est important aussi. Moi, j'ai besoin de savoir maintenant, Agathe, quand je suis un particulier, combien est-ce qu'il faut que je mette d'argent là sur la table pour investir dans un fonds de private equity? Là aussi, la légende veut que c'est pas facilement accessible. Et puis surtout, chose aussi importante, c'est de se dire, est-ce que, à quel moment de ma vie d'investisseur, au-delà de toutes les autres solutions d'investissement que je peux avoir, l'assurance vie, le PEA, le PER, enfin tu les connais toutes, oui. Ça peut être intéressant, pertinent d'ajouter cette composante de private equity. Si ça te va, je vais répondre à la deuxième question. Allez, allons-y. Bon, alors déjà, on n'est pas conseiller en investissement financier, mais à mon sens, il n'y a pas d'âge pour commencer à investir, pour commencer à épargner. Non, mais je pense que de plus en plus, aujourd'hui, c'est démontré, c'est expliqué, le plus tôt on commence à épargner, le plus de chances on met de son côté pour se construire un patrimoine. C'est le temps long, hein, c'est ça. Hein. Exactement, ouais. Pour se construire un patrimoine sur le long terme et accéder à cette classe d'actifs. Christophe l'a très bien expliqué au tout début. Nous, quand on va sélectionner des entreprises pour pouvoir investir à leur capital, on va rester au moins 5 à 6 ans. Donc, pour vraiment produire un rendement, ça va au moins prendre 5 à 6 ans. Donc, le plus tôt est le mieux. Et l'avantage, c'est aussi que c'est une classe d'actifs
qui, bien que longtemps, on ait eu uniquement des fonds qu'on appelle fermés, avec une période de souscription donnée, une période de blocage en général, et ensuite des distributions qui commencent à venir, il y a de plus en plus de produits, notamment ce qu'on appelle des fonds ouverts, qui, dans leur structuration, même s'ils sont investis sur la même typologie de sous-jacents, donc ces fameuses entreprises, dans nous, société de gestion, on va créer des fonds qui vont avoir une possibilité de sortie, une liquidité régulière. C'est ça que tu appelles fonds ouverts, c'est ça ? Exactement. Et donc, de plus en plus, ces fonds-là nous permettent de faire accéder à cette classe d'actifs le plus grand nombre. Donc, il y a vraiment, je pense que le plus tôt est le mieux. Il y a aussi une libéralisation des canaux par lesquels on peut accéder à cette classe d'actifs. Et donc là aussi, on va y revenir, mais c'est de plus en plus accessible pour tout le monde, dans l'épargne retraite, dans l'épargne salariale, et en direct aussi pour les plus intéressés. Oui, et du coup, tu n'as pas répondu à la première partie de ma question, qui était et alors combien madame, Et alors aujourd'hui, justement, c'est par ces canaux de distribution, à partir de quelques centaines d'euros. Centaines d'euros en assurance vie, via l'assurance vie, tu peux accéder à cette classe d'actifs. En direct, en général, les montants sont plutôt entre 10 et 20 000 euros. Bon, c'est une somme, mais ça reste quand même de l'ordre de l'accessible. Ça reste très accessible, exactement. Donc justement, il y a de plus en plus de canaux de distribution qui permettent d'avoir un ticket d'accès qui est de plus en plus bas, en gardant cet accès privilégié à cette classe d'actifs qui a été longtemps réservée à des investisseurs institutionnels. Alors justement, on va les passer en revue. Tu parlais de l'assurance vie, on peut mettre du private equity en assurance vie, on peut en mettre en PER, il y a d'autres enveloppes comme ça qui sont ouvertes. Exactement, alors initialement, historiquement, on investissait plutôt en direct dans des fonds, donc via son compte titre. Et depuis 2016, on a une libéralisation avec l'assurance vie. Donc, nous, chez Eurazeo, d'ailleurs, on a été les premiers à offrir un fonds de non-coté dans des unités de compte en 2016. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui le font. Il y a de plus en plus d'offres qui sont disponibles. Donc, l'assurance vie est devenue un des canaux principaux d'accès à la classe d'actifs pour le particulier. Mais c'est aussi, certains fonds sont éligibles au PEA-PME. Là, depuis plus récemment, on développe beaucoup le non-coté dans le PER. C'est devenu une obligation légale, non ? C'est ça. Et en plus de ça, le PER, c'est quand même, par définition, de l'épargne de long terme, puisque c'est de l'épargne retraite. En plus de ça, le gouvernement a rendu obligatoire la disponibilité de cette classe d'actifs. C'est combien, je crois Entre 5 et 10% selon l'âge et le profil de l'investisseur. Et donc, l'épargne retraite, en fait, c'est le dispositif le plus adapté pour s'inscrire dans une démarche de long terme. Et donc, le private equity, même si on fait des fonds où il n'y a plus de période de blocage à proprement parler, ça reste quand même des fonds où il faut avoir un horizon de placement moyen-long terme. Moyen-long terme, donc on peut en mettre en assurance vie, on peut en mettre en PEAP, mais on peut en mettre en PER, il y en a même maintenant dans les PER. C'est déjà pas simple, des fois dans l'assurance vie, ça peut tourner au casse-tête de choisir ses unités de compte. Choisir un fonds private equity, on l'a dit, c'est quand même encore un petit peu neuf pour les investisseurs particuliers. Comment je fais ? Je prends Eurazeo, c'est ça ? Alors, évidemment. C'est toi qui l'as dit. Donc, allez, blague à part. Je pense qu'il y a un point qui est majeur. Et la première, c'est quelle stratégie d'investissement, à quelle stratégie d'investissement on a envie de s'exposer. Christophe l'a très bien expliqué. Il y a différentes stratégies d'investissement qui correspondent à des investissements dans des typologies d'entreprises. Puis des mamans de la vie d'entreprise aussi, exactement, c'est ça ? avec un risque et un potentiel rendement qui va être différent. Et donc, il faut déjà bien choisir ce à quoi on a envie de s'exposer. Et ensuite, et ça, tu l'as dit toi, il faut bien choisir son gérant. Il faut choisir un gérant qui a démontré sa capacité de développer des entreprises, de sélectionner des entreprises, de les revendre. Quand on parle de sortie de portefeuille, c'est qu'on vend notre participation dans la société. Donc l'objectif, c'est quand même de faire une plus-value. Et donc, choisir le gérant qui va avoir le track record le plus adapté en fonction de la stratégie à laquelle on a envie de s'exposer.
Quand tu fais cet argumentaire à tes amis, tiens, Agathe, ça les convainc, tu as réussi à prêcher la bonne parole à des gens qui se lancent et puis qui peuvent aussi t'offrir un premier retour d'expérience? Alors, je ne sais pas si les amis de Christophe diraient la même chose, mais on a aussi... Ils sont toujours amis, nous a dit Christophe. Là, première opération de private equity, c'est bien passé. Hein. Je pense que le private equity, le non-coté, d'une manière générale, ça fait... c'est une classe d'actifs qui donne de plus en plus d'intérêt. Et donc oui, les jeunes comme les moins jeunes ont envie aujourd'hui de donner du sens à leur épargne, de savoir dans quoi ils sont investis. Aujourd'hui, on en a déjà parlé, la bourse, c'est totalement décorrélé de l'économie réelle, c'est totalement décorrélé, on le dit, le CAC 40, c'est 40 sociétés, nous, quand on parle d'investissement... Donc c'est un visage un peu déformant, on va dire, de l'économie. Ouais. Et donc, quand on explique les histoires de tous les jours, chez Eurazeo, les histoires de tous les jours, on peut mentionner Doctolib. Là, il y a Mistral dans laquelle on vient de réinvestir, mais on a aussi des sociétés comme Aromazone ou Carglass. Gros carton Aromazone. Exactement. Oh là là là. Alors là, c'est les magasins ne désemplissent pas. Non, mais il faut le dire, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a des entreprises comme ça en France, des entreprises, des magasins désemplissent pas, des entreprises qui sont dirigées par des entrepreneurs de talent. Et il y en a beaucoup des aventures comme ça. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit en France. Et donc, quand on raconte ces histoires à nos amis, ils se disent « mais pourquoi moi je peux pas y accéder ?» Et donc là, on lui dit justement, notre métier, c'est de te donner accès à cette classe d'actifs et tu peux investir dans tel ou tel fonds. Justement, Christophe, fort de ta grande expérience, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, peut-être les choses à avoir en tête pour tout simplement être prêt et puis pas avoir de mauvaises surprises? Mais d'abord, j'aurais envie de dire, il faut faire attention aujourd'hui quand on est épargnant. Agathe l'a souligné, on a tous intérêt à épargner le plus tôt possible dans notre vie. On a tous intérêt quand même que le rendement de notre épargne ne soit pas trop bas. Je ne dirais pas de mal de certaines formes d'épargne, mais quand même des rendements peut-être très sécurisés, mais très bas. Si chacun d'entre nous, on se dit que notre objectif quand on épargne, c'est de se dire que 10, 15, 20, 30 ans plus tard, lorsqu'on est très jeune, on dit l'objectif de mon épargne, c'est de protéger mon pouvoir d'achat quand je serai à la retraite. Il ne faut pas avoir une rémunération trop basse de son épargne. Et à la fin, on compte les résultats. Si on a placé dans des placements un peu trop sages, un peu trop sécurisés, on n'a pas le même pouvoir d'achat que si on a eu une rémunération correcte de son épargne. Aujourd'hui, financer des entreprises de la vie de tous les jours en France, en Europe, ça rapporte extrêmement bien. Tu mentionnais Aromazone, tu rementionnais il faut aller financer les entreprises en France qui pétillent le plus parce que c'est bon pour la rémunération de l'épargnant. Mais là, tu me tends une perche énorme. Ça rapporte combien alors ce type de placement? Très bon point. Alors, le private equity, ça a commencé, Agathe l'a rappelé, par des fonds institutionnels qui ont des modes de fonctionnement adaptés à soit des très gros investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds souverains. Voilà. Et là, ça va, et peut-être aussi certains ultra family office, donc les Rockefeller, Madame Crésus, pas le cas de tout le monde, mais là, l'objectif, généralement, c'est qu'un fonds, il doit faire entre 2 ou 3 fois la mise, il doit avoir un rendement pour l'épargnant qui est de 15%, mais par an. 15%, c'est énorme. Mais c'est des produits extraordinairement purs, extraordinairement compliqués, où effectivement le ticket d'entrée est... Lorsqu'on va parler de produits, et lorsqu'on va parler de démocratisation, lorsqu'on va parler, Laurent, de donner ça accessible à beaucoup plus de gens avec des centaines d'euros, des milliers d'euros et dans des enveloppes qui sont beaucoup plus fluides, l'assurance vie, les plans d'épargne retraite. Là, clairement, on va donc faire des produits, des fonds qui vont avoir un mode de fonctionnement beaucoup plus simple. On souscrit quand on veut. On sort lorsqu'il y a les fenêtres de sortie. Chez Eurazeo, les fenêtres de sortie, elles sont tous les 3 mois. Voilà. Et on va peut-être aussi recommander, en tout cas c'est une des recommandations de Eurazeo pour des gens qui commencent sur cette classe d'actifs, d'aller dans des fonds où il n'y a peut-être pas que du private equity, mais il y a un petit peu de private debt, un petit peu comme tu dirais un bon épargnant. Bon, peut-être que la première SICAV, le premier fonds à souscrire, c'est peut-être pas forcément un fonds que d'actions, mais ça peut être un fonds diversifié, dans lequel il y a un profil équilibré. Bon, voilà. Lorsque tu es sur un profil équilibré, donc lorsqu'il y a un petit peu de private equity, un petit peu de private debt... Private debt, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent à une entreprise comme le ferait une banque. Oui, c'est ça, comme un peu comme dans un fonds équilibré, tu mettrais un peu d'actions, un peu d'obligations. Là, c'est un peu de private equity, un peu de private debt. Lorsque, donc, là, bien évidemment, ton objectif...
vis-à-vis de l'investisseur, c'est de lui offrir quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Voilà. Et bon, là, le fonds phare qui est chez Eurazeo aujourd'hui, eh bien, par exemple, au cours des 5 dernières années, sa rémunération annuelle moyenne, ça a été 7,5%. Bon, 7,5%. Donc, on précise toujours, parce qu'on est regardé, les performances passées ne présagent pas des performances futures. On l'a dit, ça y est, c'est bon. Mais 7,5%, c'est moins ça donne une exceptionnel que ce qu'on peut trouver sur un fonds très spécialisé, très pur, avec un mode de fonctionnement incroyablement rigide, parce qu'il a été conçu pour des grosses machines qui s'appellent les investisseurs institutionnels, mais 7,5 avec une certaine souplesse, ou si on veut prendre une hypothèse pour les années à venir, peut-être entre 6 et 8, avec une assez grande souplesse d'utilisation et avec des blocages qui sont... On va y revenir sur le blocage, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, surtout quand on regarde le livret A. Je voulais pas le dire, mais ça y est, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça marche, Agathe, si t'es sympa et que tu me prends pas trop de frais. Bah oui, forcément. Alors, les frais dans l'univers du non-coté, en général, si on investit en equity, ils sont globalement de 2%. Ça varie entre 1,5% et 3% parfois. D'accord. Ça peut paraître... il est net de frais ? Exactement. D'accord. Sur notre fonds, sur cet exemple-là qu'on avait. On est net de frais. Mais je pense que la tribune est idéale pour parler de ça. Les frais dans le private equity, ils sont justifiés. Pourquoi ? Parce que nos équipes d'investissement, en général, mais ça prend du monde pour sélectionner des entreprises, pour participer au conseil d'administration, pour définir la stratégie avec le management des sociétés dans lesquelles on évolue, et de les accompagner tous les trimestres pour la mise en place de nouvelles acquisitions, de nouvelles stratégies, de stratégies de développement, et de rester investi sur ces boîtes de portefeuille pendant, on parlait de 5 à 7 ans. Effectivement, un membre d'une équipe d'investissement, il va travailler sur une société, au sein de la société dans laquelle on a investi, pendant 5 à 7 ans. Donc, il ne peut pas avoir 200 boîtes de portefeuille. Si tu regardes à côté de ça un trader qui fait de l'analyse fondamentale, sur la sélection de son univers d'investissement, sur les sociétés dans lesquelles il va s'investir, ça prend 2 heures et quelques clics. Et puis c'est des boîtes cotées, l'information elle est publique, disponible, donc c'est vrai que ça va plus vite, c'est plus simple. Donc c'est quand on regarde, quand on soulève le capot, comme on dit, ça fait du sens d'avoir cette typologie de frais. Mais Laurent, tu l'as dit, à la fin, il faut regarder la rémunération nette. Oui. La rémunération nette, elle est très compétitive. Ça reste du 7,5. Je voudrais qu'on revienne tous les deux sur cette notion de blocage. Parce que j'ai entendu Christophe dire, il y a moyen de rentrer-sortir. En même temps, moi, je suis resté sur l'idée que le private equity, on en prend, pardonnez-moi l'expression, entre 5 et 10 ans. Alors, c'est bloqué, pas bloqué, qu'est-ce que je peux faire ? Ou pas ? Il y a 2 types de fonds. Il y a des fonds qui vont être purs. Et donc, par exemple, si on souscrit à un fonds qui est dédié au financement d'entreprises très jeunes ou au financement d'entreprises de grosses equity plutôt plus matures, il y a une période de collecte, il y a une période de blocage. On ne peut pas sortir son argent pendant une période de 5 à 6 ans. Et après, on est remboursé au fur et à mesure que les participations sont vendues. Donc ça, c'est véritablement les modes de fonctionnement un petit peu élitiste, un petit peu, ou très pur, avec une stratégie très précise. Je veux financer l'innovation. Mais si on reste dans des produits qui sont un petit peu plus grand public et qui sont des outils de démocratisation et qui ont en particulier cet équilibre d'avoir un petit peu de private equity, un petit peu de private debt, on a aujourd'hui des produits qui, en bon vocabulaire en français, on appelle ça les produits evergreen. Décidément, on n'arrive pas à s'approprier toujours vert. Mais c'est du vocabulaire anglo-saxon, encore une fois, mais ces produits, ils ont une particularité, ils sont ouverts tout le temps. Pour par exemple, un plan d'épargne retraite. Pour un plan d'épargne retraite, il faut que le produit soit ouvert tout le temps. Souvent, c'est des produits, chez nous, par exemple, on peut souscrire une fois par semaine. Voilà, on peut donc, chaque semaine, on peut prendre la décision d'investir. Dans les premiers produits que je décrivais, c'est ouvert pendant 3 mois. Voilà. Non, là, ils sont ouverts tout le temps. Chaque semaine, on peut souscrire. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des gates. Donc, on ne sort pas quand on veut. Sur un produit, c'est rare, sur un produit evergreen de private equity, de private debt, c'est rare que ce ne soit pas bloqué au moins tous les trimestres. Et certains, nous, on réfléchit à peut-être avoir même des sorties qui soient mensuelles. Mais attends, ça veut dire que là, cette espèce de période de blocage qu'on a tous un peu en tête de 5 ans sur ce type de produit, c'est 3 mois, tu m'expliques. C'est 3 mois. Après, cette forme d'investissement, cette classe d'actifs en bon français,
elle ne se prête pas à des investissements à court terme. Ouais. Je veux dire, de la même manière que si tu investis dans un fonds immobilier, tu te dis pas, tiens, j'investis en janvier, je vais désinvestir en juin et je vais réinvestir en décembre pour ressortir en mars de l'année prochaine. Si tu finances du private equity et si tu vas sur un fonds qui a, admettons, 200 sociétés sous-jacentes, il ne faut pas te dire, tiens, ça ne se prête absolument pas au trading, ça se prête quand même à... C'est le temps long, hein, on l'a dit. Hein. C'est le temps long, ça se prête à se dire, c'est une composante de mon épargne sur laquelle je peux me dire que ça porte ses fruits avec le temps. Ça ne se prête... Autant on peut, sur le marché coté, avoir de la chance, investir le lundi et la société sous-jacente gagne 3, 4, 5, 6% dans la semaine. C'est de la volatilité peut permettre ça parfois. Oui. Et on peut dire, dans le fond, j'ai gagné de l'argent. Autant dans le private equity, la création de valeur, elle est très progressive. Donc, ça ne se prête pas du tout à du stop and go, à changer d'avis. Il faut se dire, c'est une composante équilibrée dans mon épargne. J'en mets régulièrement. Oui. En fait... Donc, les deux exemples, hein, c'est l'exemple du fonds fermé oui. et l'exemple du fonds ouvert. Oui. Le fonds ouvert, il est investi sur des sociétés non cotées dans lesquelles les équipes d'investissement Eurazeo restent 5 à 6 ans. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit que même si on offre une possibilité de sortie sans condition... ce qui est plutôt cool. La liquidité... Elle est limitée, elle n'est pas illimitée. Oui. C'est-à-dire qu'on va proposer... en l'occurrence, 5% de la taille du fonds au rachat tous les trimestres. D'accord. Parce que, en fait, le sous-jacent reste un sous-jacent qui est relativement liquide. Bien sûr. On parle de participation des entreprises non cotées. Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est la structure du fonds, c'est comment on l'a créé, comment on l'a structuré, qui permet d'avoir cette liquidité régulière et limitée. Bon, c'est super clair. Maintenant, c'est la question alerte fiscalité, parce qu'en France, un produit d'épargne d'investissement n'est vraiment intéressant que si on prend en tête forcément la fiscalité qui lui est rattachée. Comment ça se passe pour le private equity? Surtout que, j'ai bien écouté Agathe, on peut le loger dans différentes enveloppes. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est la fiscalité de l'enveloppe qui prime? Comment ça se passe tout ça? Oui, comme d'autres produits d'épargne français, il y a une fiscalité adaptée. Alors d'abord, il y a des fonds de private equity qui existent et qui ont même parfois, dans certains cas, des avantages fiscaux. Oui. On peut avoir même un crédit d'impôt dans certains. Donc ça, c'est ce qui va financer plutôt les entreprises très jeunes, très innovantes. Oui. Là, on a même un crédit d'impôt. Voilà. Après, quand on rentre en compte-titre en direct sur un fonds et qu'on s'engage à le garder 5 ans, et même un fonds très généraliste comme celui que je décrivais tout à l'heure, qui a un peu de private equity et de private debt, si on s'engage à le garder 5 ans, eh bien, on a la même fiscalité que sur le PEA, c'est un CPR fiscal, donc on n'a que les prélèvements sociaux, la CSG et la CRDS. Après, bien évidemment, je pense que le grand public, beaucoup de gens s'en servent en le logeant dans des enveloppes fiscales qui existent déjà. L'assurance vie, le plan d'épargne retraite, et ben donc c'est tout simplement la fiscalité de l'assurance vie, du plan d'épargne retraite. Donc, en moyenne, c'est tout bêtement la fiscalité de l'assurance vie des plans d'épargne retraite. Voilà, réponse simple. On a parlé du risque, on a dit bien sûr la risque de perte en capital, et là aussi c'est hyper important avant de se lancer, de se dire ok, à quoi je m'expose? Je vais vous faire une échelle, qui n'est pas forcément l'échelle réglementaire, mais qui serait de 0 sur le livret A et de 10, je sais pas, un investissement sur le Forex en devise. Où est-ce que je mets le private equity? Moi, d'emblée, les risques que je vois, c'est que toutes les entreprises, malheureusement, ça marche pas, hein, on le disait au tout début, il y a l'idée, peut-être l'idée elle se concrétise pas, même au milieu de la vie de l'entreprise il peut y avoir le coup dur, il peut y avoir un marché qui se retourne, on peut se retrouver complètement, donc finalement en tant qu'épargnant, à quel risque concret, pratique, je m'expose en investissant dans un fonds de private equity? Laurent, c'est indéniable qu'on est sur un fonds fermé. Oui. Donc qui est quand même un produit pour un utilisateur très averti et qui va avoir une stratégie d'investissement très ciblée. Je cible l'innovation, je cible le buy-out, les PME européennes, françaises. Là, je suis dans un degré de risque qui est certainement dans le très haut de la fourchette. Sur une échelle de 0 à 10, tu es au moins à 7, peut-être à 8. D'accord. Par exemple, si tu es sur les entreprises très jeunes, très innovantes, ça s'appelle le capital risque. Là, tu es certainement de le haut de la fourchette. Après, si tu es sur un produit qui est un produit qui vise à attirer l'épargnant dans un contrat d'assurance vie en lui disant l'objectif, la proposition, c'est essaye d'en mettre un peu régulièrement dans ta diversification. Là, en notes PRIPS, qui sont les notations de l'AMF, on est à 3 sur 7, c'est ça? Donc, sur ton échelle qui est entre 0 et 5, on est à 4,5-5. Ouais. C'est un produit d'épargne. Si on en fait l'usage
si on en fait l'usage pour lequel il est fait, c'est-à-dire si on en a régulièrement dans son portefeuille, si on le garde un certain temps, c'est-à-dire que ça ne se prête surtout pas à des stratégies d'investissement et de désinvestissement, c'est finalement quelque chose qui, dans son épargne, va plutôt apporter même une certaine stabilisation du risque. Ça va apporter un effet très diversifiant. Ça ne fonctionne absolument pas comme le CAC 40, qui a des moments, une certaine volatilité. Bien sûr. Là, non, c'est des sociétés qui ne sont pas cotées, donc c'est pas très volatile. La plus-value, on la fait quand on vend. Il y a 200 sociétés, on ne vend pas toutes les sociétés le même trimestre. Donc, tout ça fait un comportement d'un produit d'épargne assez 4-4, je dirais. Non, mais qui n'est pas finalement un produit extraordinairement risqué. Non, mais intéressant le point que tu soulèves de dire qu'à côté, je prends le cas d'une assurance vie où on a des unités de compte qui vont investir sur les marchés, d'avoir cette poche de private equity peut amener aussi un élément de stabilisation. Diversification. Je pense que c'était vraiment le mot que j'avais envie d'ajouter. Il faut avoir en tête que le non-coté, ça reste une classe d'actifs de diversification. Et donc, tout le monde doit diversifier son portefeuille. Ça, il n'y a pas de secret. En revanche, la question, c'est quel degré de risque on a envie d'apporter à sa diversification et dans quoi on veut la mettre. Et en fait, la diversification dans une classe d'actifs qui donne aussi du sens à ce qu'on fait, où on sait exactement comment on a investi, dans quoi, c'est aussi un intérêt en plus de cette notion de risque. Bon, et tu prends ton téléphone pour appeler tous les gens qui ont acheté le fonds pour le tenir au courant de ce qui se passe? Non, blague à part. Comment on se tient informé des notions de private equity? Parce que justement, on l'a dit, les boîtes sont pas cotées, donc je compte sur toi pour, en gros, en tout cas sur Eurazeo, pour me fournir, pour me dire ce qui se passe pendant la durée de vie de ce fonds, quoi. Exactement. L'information, elle n'est pas disponible publiquement sur ces sociétés, donc on publie des rapports qui sont mensuels ou trimestriels, ou les deux, qui vont détailler la performance du support, comment elle a évolué sur les derniers mois, les derniers investissements qu'on a faits, et un détail sur les sociétés qu'on a sélectionnées, pourquoi on les a sélectionnées, dans quel secteur elles évoluent, le nombre d'employés qu'elles emploient, combien on a investi avec ce fonds. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant pour suivre son investissement, même sur le long terme. Bon, l'idée qu'on entend tout le temps, c'est, et vous l'avez dit encore aujourd'hui, donc forcément je vais vous interroger là-dessus, c'est avec le private equity, on soutient l'économie réelle. Alors, l'argument, moi je l'entends à chaque fois et je me dis, il est super, mais est-ce que c'est pas l'argument marketing qu'on sort pour faire bien? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Non mais Laurent, c'est une très bonne question, mais ce qui est sûr, c'est que quand l'épargnant, il a le droit de se dire aujourd'hui, l'épargne que j'ai, elle finance quoi? Quand on investit en tant qu'épargnant dans une SICAV mondiale, dans un fonds d'actions mondiaux, il est probable qu'il y ait une très grosse majorité d'actions américaines. Lorsqu'on achète une SICAV du CAC 40, et il y a d'excellentes boîtes dans le CAC 40, il y a d'excellents champions internationaux français. On finance des entreprises dont elles sont extrêmement internationales, elles sont aussi françaises, mais elles sont extrêmement internationales. Le private equity, il faut bien voir une chose très simple, c'est que ça finance des sociétés de la vie de tous les jours. On citait Aromazone. Voilà, moi, je veux dire, quand on investit dans les fonds de Eurazeo, on investit dans Aromazone. Aromazone crée des emplois en France. Voilà. Lorsqu'on se dit qu'une partie, si on fait des fonds un peu dédiés sur l'innovation, on ne finance pas l'innovation et les startups américaines. On finance Doctolib, on finance Mistral AI, qui recrutent des ingénieurs. Il y a quand même une notion indéniable, c'est que quand on fait du private equity, les entreprises qu'on finance, c'est des entreprises de la vie de tous les jours, c'est des entreprises de proximité. On peut le voir où va son épargne. Et il y a une autre chose que je voulais souligner qui est très particulière. On a dit tout à l'heure qu'avoir un peu de private equity dans son patrimoine, c'est se diversifier. Ce sont des sociétés sur lesquelles on ne peut pas avoir accès. Si je n'achète pas une SICAV, un fonds CAC 40, acheter du Total... c'est assez simple, je vais sur Boursorama, ça va très vite, et très exactement, probablement en 15 minutes, je peux passer un an sur Total. C'est vrai que si je suis convaincu par les perspectives d'Aromazone, je me dis, ça ne désemplit pas. Ah oui, j'aimerais. Aromazone, il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est Eurazeo. Doctolib, Mistral AI, même des très gros patrimoines ne peuvent pas y avoir accès. Il faut être un investisseur ultra spécialisé. Il y a peut-être pas plus d'une demi-douzaine de fonds qui a tout ça. Et donc, ce ne sont pas des sociétés.
où on peut avoir accès par soi-même. On ne peut pas devenir actionnaire d'Euromazo, mais avec nous. Et voilà, ce sont l'effet diversifiant, il est quand même très fort. Ce sont encore une fois des sociétés très proches, c'est pas très intuitif, mais chacun d'entre nous, probablement que notre voisin de palier, statistiquement, il a plus de chances de travailler pour une société non cotée que pour une société cotée, parce qu'une grosse partie de l'économie française, ce sont des sociétés non cotées. Pour y avoir accès, pour financer cela, et puis surtout, et ça va nous... Là, on en aurait pour des heures, pour Agathe et moi. Ah non, on va déborder après. Agathe va dire on a fait trop long. Mais l'élan entrepreneurial qu'il y a en France, aujourd'hui, nous, des patrons d'entreprises qui développent des boîtes qui s'appellent Doctolib, qui s'appellent Mistral, ou qui s'appellent Aromazone et qui sont des vrais success stories, ça, on le sous-estime. Il y a encore en France tout un certain nombre d'entrepreneurs, tout un certain nombre d'entreprises qui sont absolument fascinantes par leur dynamisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Abrèche Frères, où le gars il trouve que des fois c'est trop long et ben, Abrèche Frères. Ben, moi j'ai ce que j'appelle la question de l'ascenseur en guise de conclusion. Chez Boursorama, il y a 8 étages. Imaginez, on se retrouve en bas, là dans le hall, on monte au 8e, vous avez 40-45 secondes pour me vendre le truc, quoi. Qui veut commencer ? Moi je dirais, finalement il faut démystifier. Il y a les mots, on utilise des mots, private equity. À la fin, on peut trouver des fonds aujourd'hui. Et notre recommandation pour des gens qui démarrent, c'est d'aller vers les fonds qui sont faits pour justement démocratiser, faire des premières expériences dans le private equity. Clairement, aujourd'hui, il faut démystifier. Il y a des fonds simples, on y souscrit toutes les semaines, on peut sortir de manière régulière par trimestre et on finance toute une population d'entreprises auxquelles on n'aurait pas accès par d'autres moyens que celui-ci. Mais c'est tout bêtement des sociétés de la vie de tous les jours. On utilise tous Doctolib et on a tous, j'espère qu'on va tous aller chez Aromazone acheter des produits de beauté qui sont sains. Voilà. Top, on est arrivé au 8e. Agathe, même exercice. Moi, je vais commencer par l'objectif de rendement. Justement, je pense qu'aujourd'hui, on a envie de trouver du rendement dans son épargne. Et la question, c'est comment on va le faire sans prendre trop de risques, en acceptant quand même ce risque de perte en capital. Aujourd'hui, le non-coté, l'investissement dans le private equity, c'est une manière d'aller chercher du rendement à long terme. Si on a quelques centaines, milliers d'euros à investir sur le long terme, il y a une classe d'actifs qui se développe, qui est de plus en plus accessible, qui s'appelle le non-coté, et on peut y accéder via son assurance vie, via son épargne retraite ou en direct, et on peut financer des sociétés, comme on l'a dit, Carglass, Aromazone, Mistral AI. Et donc, c'est le moment. Il n'y a pas de bon moment aussi pour investir. On pourra y revenir une autre fois. L'ascenseur arrive. Et voilà, moi j'ai retenu, aller chercher le rendement sur le long terme et qu'investir dans l'économie réelle, dans les sociétés dans lesquelles on va tous les jours, ce n'est pas qu'une formule marketing. Merci à tous les deux de nous avoir expliqué comment le private equity était accessible aux particuliers. Merci. Merci beaucoup. C'est fini pour ce numéro de lundi, c'est Private Equity. Vous nous retrouvez la semaine prochaine pour les formats courts. Et puis, il y aura bien sûr d'autres numéros sur d'autres aspects du Private Equity. Merci. Thank you.